Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Fin de la mission d'échange et de partage d'expériences entre le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire et celui de l'Éducation nationale du Sénégal. La ministre Mariatou Koné s'est réjouie des bons résultats de cette mission au Sénégal avec de bonnes observations qui aideront à l'amélioration continue du système éducatif ivoirien. La Côte d'Ivoire s'engage à intégrer la question du genre dans les politiques de développement durable, volonté réaffirmée au cours d'une consultation multisectorielle initiée par le programme national Changement climatique, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Aux Philippines, un avion militaire s'écrase après avoir manqué la piste d'atterrissage dans le sud de l'archipel. Avec 92 personnes à bord, au moins 29 personnes ont été tuées et 50 blessées. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Devenir propriétaire d'une maison, avoir un toit pour soi, sans craindre de se voir un jour expulsé ou exposé à l'humiliation pour défaut de paiement, c'est certainement le rêve que caresse tout citoyen en Côte d'Ivoire, devenir propriétaire. Si l'on s'en tient aux multiples reportages réalisés dans le domaine de l'immobilier, mieux du bâtiment n'est pas aisé. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, seulement 20% de la population habite leur maison. 80% d'Ivoiriens sont des locataires, des chiffres qui parlent haut et fort. De multiples programmes et initiatives ont été engagés afin de permettre aux Ivoiriens d'acquérir un logement dont ils seraient les propriétaires. Mais voilà, il semble que le bout du tunnel soit encore loin, car beaucoup reste encore à faire. Les attentes sont nombreuses, les réalités sur le terrain contrastent parfois avec les attentes des populations. L'atteinte de ces objectifs ne saurait devenir une réalité sans la contribution des promoteurs immobiliers professionnels incontournables du secteur. En quoi consiste donc l'apport des promoteurs immobiliers dans l'atteinte de ces objectifs? Voici la question principale autour de laquelle graviteront nos échanges avec M. Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. M. Siriki Sangaré, bonjour et merci d'être avec nous ce 13 h. Merci, M. Guivet. Alors, je vous retrouve dans une demi-heure pour aborder le sujet à l'ordre du jour. Mais avant, direction le Sénégal, où le président du Sénégal, Macky Sall, a reçu en audience la ministre Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, qui a conduit la mission d'imprégnation du système éducatif sénégalais. Une mission qui vise aux apprenants des forces du système à rendre performante l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut également retenir, c'est que 8 thèmes majeurs ont été abordés. Et on reste toujours au Sénégal concernant bien sûr ces 8 thèmes majeurs qui ont été abordés, entre autres la politique générale de l'éducation au Sénégal, les réformes budgétaires, le cadre opérationnel de l'enseignement privé, le dispositif d'évaluation et la certification. La réunion de synthèse des travaux a enregistré la présence de la ministre Mariatou Koné et de son homologue du Sénégal, Mamadou Talla. La ministre Mariatou Koné s'est réjouie des bons résultats de cette mission au Sénégal avec de bonnes observations. Hervé Blé. Une mission fructueuse. La mission d'imprégnation du système éducatif sénégalais a tenu ses promesses, se réjouit Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Elle a assisté aux côtés de Mamadou Talla, le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, à la restitution des échanges entre les équipes ivoiriennes et sénégalaises. 8 thèmes principaux abordés au cours des travaux à Diamniadio. Nous avons pu travailler sur plusieurs sujets qui va du numérique jusqu'à l'alphabétisation, qui va de l'inclusion jusqu'à la science, jusqu'à l'installation des sciences, qui va également du mode de gouvernance au niveau déconcentré et au niveau central. Donc c'est dire que c'est une rencontre extrêmement importante pour nous, pour le Sénégal et pour la Côte d'Ivoire. Nos deux présidents de la République ont d'excellentes relations et ces volontés politiques affirmées pour les jeunesses sénégalaises et ivoiriennes font que l'éducation nationale, ici et là-bas, doit jouer un rôle capital. Pas moins de 10 points sur lesquels la Côte d'Ivoire devrait prendre exemple dans la construction d'un système éducatif de qualité, du mérite dans la transparence et l'équité, c'est le constat de la ministre. Nous nous sommes abreuvés de l'expérience du Sénégal et tenant compte de nos réalités, en attendant nos états généraux de l'éducation nationale, nous allons déjà commencer à faire des implémentations. Le Sénégal a déjà fait ces états généraux que vous avez appelés les assises nationales. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de faire également des concertations nationales pour permettre un bon diagnostic qui nous permettrait de
d'améliorer, d'abord de consolider nos acquis, mais également d'améliorer nos performances pour faire du système éducatif ivoirien un modèle. Et comme le dit notre président, son Excellence Alassane Ouattara, nous avons pour mission de faire briller la Côte d'Ivoire en matière d'éducation nationale de qualité et non de médiocrité. La Côte d'Ivoire organise ce mois de juillet ses états généraux de l'éducation. Le retour en Côte d'Ivoire face à des résultats du CEP 2021 peu satisfaisants. Les cadres et l'Union des étudiants des élèves du canton Bloc, composé des sous-préfectures de Diabo et Languibonou, ont initié une journée de l'excellence. Il s'agit pour eux de susciter le goût du travail chez les enfants du primaire et du secondaire. En résumé, il s'agit pour eux de se mobiliser autour de l'école pour la rendre plus performante et dynamique dans leur région. Eugène Atoubé. Le député de la circonscription de Diabo-Languibonou parmi les élèves de CM2. Ce sont les meilleurs élèves de ce niveau, issus des écoles primaires et privées de ces deux sous-préfectures qui forment le canton Glo. Ils sont récompensés de leurs efforts durant toute l'année scolaire à la faveur de la première édition de la Fête de l'Excellence dans le canton, une initiative de l'UE Glo, Union des élèves et étudiants du canton Glo. Nous avons décidé de célébrer ces enfants pour les honorer de plus et les encourager à toujours travailler. J'encourage les autres primériens à se mettre au travail pour être des lauréats et des premiers de leur classe. Les écoles du primaire et celles du secondaire que comptent les localités de Diabo et Languibonou ont vu les meilleurs élèves de tous les niveaux récompensés. Un encouragement à continuer dans cet élan et une invitation aux autres élèves à redoubler d'efforts afin que l'école dans le canton Glo gagne en performance et en efficience. Selon les autorités éducatives de la région de Gbeke, dont font partie Diabo et Languibonou, l'école dans cette partie de Gbeke est malade de ses infrastructures, malade aussi de ses mauvais résultats. Le taux de réussite au CEP cette année est de 21,64% contre 52% au plan national. Derrière la célébration de l'excellence, l'engagement des filles, fils et cadres du canton Glo a apporté à l'école dans cette région une nouvelle dynamique. L'excellence, c'est quelque chose de plus important. Il fait promouvoir les élèves et toutes les choses dans tous les domaines d'activité. Il dit excellent, dit développement, parce qu'aujourd'hui, le boulot est en marche. Nos enfants n'ont plus le niveau qu'il faut. Ce que nous demandons, c'est la formation. C'est de suivre véritablement les enseignants dans leur travail. En faisant cela, je pense que nous allons atteindre les objectifs que nous voulons maintenant. C'est une mobilisation autour de l'école dans le canton Glo, traduite dans l'adhésion des populations et cadres à la vision de l'UE Glo. Le député Assaoré Conan Jacques, parrain de la fête de l'excellence, au cadre de l'administration et plusieurs fois récompensé au plan national, et le sous-préfet de Diabo rappelle que l'école doit être la fête de tous. Enseignants, élèves et parents sont appelés à jouer leur rôle pour une école de qualité et de valeur. Dans ce village-là, l'école n'est pas construite. En fait, c'est encore avec des pailles. Il y a plus qu'urgence. Nos félicitations à la communauté éducative qui, malgré les infrastructures qui ne suivent pas, font main et pieds pour avoir les résultats que nous connaissons. Je lance un appel à tous les cadres pour qu'en union, en synergie, nous puissions faire en sorte que notre zone, notre région sorte de cette léthargie et que les niveaux scolaires, les résultats scolaires que nous avons soient les meilleurs possibles. Par l'école et avec ses cadres, le canton Glo, qui compte 78 villages et 2 sous-préfectures, veut atteindre le progrès et le développement. C'est le pari aujourd'hui de l'Union des étudiants et élèves du canton Glo, vivier des cadres Glo de demain. Un événement heureux a été célébré l'A3, le dernier né de la radiodiffusion ivoirienne, radio-télédiffusion ivoirienne, la RTI, à 1 an. La première bougie de ce bébé a été célébrée et les responsables de la chaîne s'engagent à donner plus de satisfaction aux téléspectateurs. Godefroy Okambawa. L'A3 à 1 an. 1 an au service des férus du sport et de la musique. Ce que j'aime chez l'A3, c'est l'émission Pipolémique, avec la venue des artistes et puis le fait que tout le monde puisse parler librement. C'est très agréable, c'est assez simple, c'est pas formel, c'est assez informel.
Et ça rend la télé plus agréable. 1 an déjà que la 3 s'est engagée dans une démarche de qualité dans ses productions, satisfait des téléspectateurs encore plus exigeants dans un espace concurrentiel. On espère que ça continue déjà et puis que le public apprécie par rapport au travail parce qu'il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait, il y a eu beaucoup de boulot. Et j'espère surtout que les gens comprendront qu'aujourd'hui, il faut une chaîne comme la 3 pour les jeunes. Bon anniversaire la 3. 3 fois plus de sport et de musique, la 3 entre désormais dans une autre dimension. Les responsables de la chaîne entendent œuvrer dans cette dynamique afin de maintenir la place de leader du groupe RTI dans l'espace audiovisuel ivoirien. Dans notre métier, il faut continuer d'avancer. On ne va pas dormir sur nos lauriers. On est bien conscient que la 3 aujourd'hui est dans le cœur de la jeunesse ivoirienne et africaine. C'est une chaîne un peu décalée qui a décidé de casser un peu les codes de la télévision. On va rentrer dans une autre dimension. Mais tout ça, c'est pour faire plaisir aux téléspectateurs, aux internautes, à la jeunesse, parce que nous les écoutons. Nous voulons que la 3 soit le reflet de la jeunesse ivoirienne. À l'occasion de ce premier anniversaire, représentant Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI, Denis Messan a rassuré de la volonté de la direction générale à œuvrer davantage pour l'amélioration des programmes et des conditions de travail. C'est le 15 février 2020 que feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lançait officiellement le démarrage des programmes de la 3. Voilà, et l'on souhaite à la 3 de souffler plusieurs autres bougies. La Côte d'Ivoire s'engage à intégrer la question du genre dans les politiques de développement durable, volonté réaffirmée au cours d'une consultation multisectorielle initiée par le Programme national Changement climatique, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, consultation multisectorielle organisée en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Noël Dagnogo, Grace Kando. Comment intégrer le genre dans le développement durable dans un contexte des changements climatiques? Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et celui de l'Environnement et du Développement durable s'engagent avec les autres acteurs multisectoriels pour ensemble apporter une réponse à cette question dans le cadre d'un dialogue national structuré. Il est observé de façon empirique et scientifique que les femmes vivent différemment ces situations que les hommes. Cette initiative de collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui œuvre à la promotion du genre, vise à renforcer notre synergie d'intervention stratégique et opérationnelle. Le réchauffement climatique a des effets néfastes sur les populations et plus particulièrement sur la femme et son autonomisation. Les représentants des deux ministères l'ont relevé. Ils soulignent la nécessité du dialogue national sur le lien entre le genre et les changements climatiques. Une action qui garantit le leadership de la femme pour le développement de la Côte d'Ivoire. En souhaitant que, bien entendu, les travaux soient poussés encore plus pour voir que dans ce domaine spécifique, comment faire en sorte de mieux préserver aussi l'environnement, qu'il faut peut-être penser aujourd'hui à substituer l'utilisation par exemple du bois de chauffe et du charbon qui sont des facteurs de déforestation et prendre une autre énergie beaucoup plus, j'allais dire, moins polluante pour la planète. Le dialogue national structuré sur le lien entre le genre et les changements climatiques sera formalisé par la signature d'une convention entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mesdames et messieurs, il faut continuer de rester vigilant. La Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire. Chaque jour, de nouveaux cas sont enregistrés à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 3 juillet 2021 43 nouveaux cas de Covid-19 sur 2218 échantillons prélevés, soit 1,9% de cas positifs, 36 guéris et 0 décès. À la date donc du 3 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 48 513 cas confirmés, dont 47 917 personnes guéries, 315 décès et 281 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 716 855. Le 2 juillet, 10 683 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 791 306 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Et rappelons-le, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Voici 30 ans que l'organisation non gouvernementale La Page Blanche existe. Cette organisation s'occupe des enfants en situation de handicap et de leur réinsertion dans le tissu social. Les responsables de cette structure ont marqué récemment la célébration de cet anniversaire par l'organisation d'une journée porte ouverte. Occasion pour eux de faire connaître leur nouveau site de Bingerville aux populations et partenaires qui les soutiennent dans leur action. Occasion également de réfléchir sur la thématique se rapportant à la paralysie cérébrale. Issa Chonanyeo. Depuis 1991, l'ONG La Page Blanche œuvre à la création des conditions propices au développement de l'enfant portant un handicap et de sa réinsertion socio-professionnelle en Côte d'Ivoire. Pour marquer ce 30e anniversaire, une journée porte ouverte est organisée. Il s'agit non seulement pour la responsable de cette ONG de faire découvrir l'école sur son nouveau site à Bingerville, mais aussi montrer à l'État et aux partenaires l'usage des fonds mis à sa disposition. Nous sommes arrivés sur notre site ici depuis avril 2019. 2020, il y a eu la Covid, donc c'est nos premières journées portes ouvertes pour montrer un peu à nos partenaires, à tous ceux qui nous ont aidés à la construction de ce centre. Voilà ce que nous avons fait de votre argent. Et puis dire merci aussi à toutes ces personnes de bonne volonté qui nous ont aidés à l'école. Pour la célébration de cet anniversaire, un accent particulier est mis au service du handicap intellectuel. Occasion pour le conférencier d'interpeller et de sensibiliser les parents sur les croyances superstitieuses. Vous voyez votre enfant, par exemple, qui est dans le berceau, qui ne pleure pas, il peut faire des heures, maman va au marché, la couche est mouillée, il ne pleure pas, il a faim, il ne pleure pas. On dit qu'il est sage, mais c'est une sagesse qu'on met entre guillemets. Elle est interpellative. Un enfant qui est mou, qui met du temps à s'asseoir, dont la tête ne tient pas, de façon comparative déjà par rapport à la fratrie, on peut savoir qu'il y a un retard. Et ce retard-là, il ne faut pas le négliger, il faut le retenir rapidement, parce que mieux la prise en charge est abordée, plus on a l'occasion d'avoir de la vigilation. Les visiteurs reconnaissants à l'ONG encouragent les responsables à poursuivre leurs efforts dans l'éducation de ces enfants à handicap. Je suis contente qu'il y ait des lieux qui s'occupent de ces enfants dont on ne veut pas dans nos sociétés, surtout nos sociétés africaines. Je suis heureuse que ces enfants-là aient cet espace où ils peuvent s'épanouir, où ils peuvent progresser. Il faut que les gens comprennent que chacun d'entre nous peut être porteur, peut avoir un enfant handicapé. Pour cette année scolaire, ils sont 35 enfants à suivre les cours. C'est le lieu de rappeler que l'ONG La Page Blanche, depuis sa création, a encadré près de 1200 enfants et près de 3500 à 4000 personnes concernées par le handicap intellectuel. Reportage signé Issa Chonanyeo, direction la région de la Nawa, où les autorités administratives ont présenté jeudi dernier, 1er juillet 2021, le premier sous-préfet de Yamangui aux populations de la localité sous l'autorité du préfet de Méagui. Le nouveau sous-préfet sera chargé d'élaborer et de suivre les actions de développement dans cette circonscription du département de Méagui. C'est ce que nous dit Jean-Marc Tchégi. Les 110 000 habitants de la localité de Yamangui célèbrent dans l'allégresse l'arrivée de Mbrou Ndepo, premier sous-préfet de la circonscription. Ce nouveau haut fonctionnaire est présenté officiellement aux populations. Il aura la lourde tâche d'appliquer les différentes compétences de l'État sous l'autorité du préfet et de booster le développement de la sous-préfecture. Le département de Méagui, c'est environ 400 000 habitants. On a encore besoin d'autres structures
d'autres entités, les sous-préfectures, on en a encore besoin. Le nouveau sous-préfet a exhorté les fils et filles de la localité de Niamangui à l'union et à la cohésion sociale. Nous attendons de la population une franche collaboration pour qu'ensemble nous puissions vraiment tracer les sentiers de développement de la sous-préfecture de Niamangui. Le sous-préfet est un acteur de développement. Donc il faudrait que femmes, jeunes et tout le monde se mettent autour de lui pour pouvoir porter le développement à la jeune sous-préfecture de Niamangui. Érigé en sous-préfecture en 2010, Niamangui compte à son actif 25 villages, tous issus du département de Méagui et de la région de l'Anawa. Voilà, les populations heureuses de recevoir leur sous-préfet. La caravane du prix Bénédicte Kakou Diagou a fait une escale dans la capitale politique Yamoussoukro. Le 21 juin dernier, plus de 1000 jeunes des lycées, collèges et grandes écoles de Yamoussoukro ont pu aller au contact de cette caravane. Ces jeunes ont été instruits sur le concours du jeune entrepreneur de l'année édition 2021. Walter Amadou Ouattara. Après Korogo, le comité d'organisation du prix Bénédicte Janine Kakou Diagou, BJKD, échange avec les jeunes de la capitale politique. Ils sont issus des lycées, collèges et grandes écoles de Yamoussoukro. Cette caravane de la 4e édition du prix BJKD a permis d'expliquer à 1 millier d'invités les motivations du concours du jeune entrepreneur de l'année. Pour 2021, 4 lauréats, promoteurs de meilleurs projets dans la protection de l'environnement, de l'innovation technologique, de la santé et de la culture, obtiendront des financements allant de 5 millions à 25 millions de francs CFA. Un appui qui vise à rendre les bénéficiaires âgés de 18 à 40 ans autonomes ou aider les personnes aux initiatives entrepreneuriales déjà en marche à améliorer leurs capacités de production. Nous avons par exemple le premier lauréat de la toute première édition qui est Sylvain Kouakou, qui avait commencé lorsqu'il a été lauréat et qu'il a reçu son chèque et qu'il a été accompagné par nos partenaires qui avaient à peine 2 ou 3 personnes dans son entreprise. Aujourd'hui, il en est à 40 personnes dans son entreprise. Donc c'est vraiment un prix qui a de la résonance. C'est un prix qui aide beaucoup à réduire le déficit même de l'employabilité des jeunes. Le public cible, c'est une opportunité à saisir. Je compte postuler peut-être créer une imprimerie dans le cadre du numérique pour la publicité au fait. Ces imprimeries, il n'y a pas assez dans la ville de Yamoussoukro. Je repars toute heureuse parce que je veux me lancer pour peut-être être la gagnante et avoir ma propre entreprise. La particularité de cette 4e édition, outre la Côte d'Ivoire, le concours s'ouvre aux 7 autres pays de la zone UEMOA. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a initié en partenariat avec le système des Nations Unies des organisations non gouvernementales des réflexions sur les actions de lutte contre les violences basées sur le genre. L'institution veut à travers ce colloque renforcer le cadre de collaboration entre tous les acteurs contre les violences basées sur le genre. Jenny Babini, Jean-Marc Djadji. 40 organisations autour d'une table ronde pour lutter contre les violences basées sur le genre, VBG. Leur leitmotiv, travailler en synergie pour mettre en œuvre la prévention contre les VBG. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant entend assurer son leadership pour promouvoir la tolérance zéro aux violences basées sur le genre, y compris les mariages précoces et les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19, nous sommes confrontés à une recrudescence des cas de violences basées sur le genre. Ce phénomène n'épargne aucune couche sociale, les femmes et les enfants étant les plus touchés. À l'occasion de cette rencontre, les acteurs de la lutte font le bilan des activités menées. Sensibiliser les populations sur ce phénomène reste la priorité des participants. Nous sommes dans un processus et beaucoup de choses ont été faites. Mais il faut dire qu'il y a le défi qu'il faut relever. Il ne faut pas faire ce qui a été fait par la police et améliorer les conditions de travail dans la prise en charge des personnes survivantes de VBG. En cette période de pandémie due à la Covid-19, l'on a enregistré en 2020 150 agressions sexuelles et 93 mariages forcés. Un taux qui reste élevé selon le système de gestion de l'information sur les violences basées sur le genre.
Et dans l'actualité internationale, nous disions dans les titres, au moins 29 personnes ont été tuées, 50 blessés ce dimanche dans l'accident d'un avion militaire aux Philippines. L'avion s'est écrasé après avoir manqué la piste d'atterrissage dans le sud de l'archipel. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense. Des photos prises par une chaîne de télévision et publiées sur sa page Facebook montrent les décombres de l'avion détruit par les flammes. Un épais panache de fumée noire qui s'élève au-dessus des maisons situées non loin du lieu de l'accident sur l'île de Mindanao dans la province du Sulu. Retour en Côte d'Ivoire, sachez que les habitats anciens sans titre de propriété, les maisons construites dans des lotissements non approuvés sont l'objet d'un processus de régularisation initié par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il sensibilise les mairies, sous-préfectures, chefferies villageoises, les groupements de résidents et promoteurs à cet effet, les critères de recevabilité des dossiers de lotissement. Et les acteurs de la chaîne de traitement ont été présentés aux participants. Et le but étant d'aider les population à sortir de l'insécurité foncière. Le reportage de Didier Nguessan. Foncier confère aux détenteurs la sécurité foncière et facilite les démarches administratives. Ce droit, plusieurs personnes en sont privées du fait de l'irrégularité de leur lotissement. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme offre à ces dernières l'opportunité de régulariser leur lotissement. Les mairies, promoteurs immobiliers et groupements de résidents sont sensibilisés sur le processus. La plupart des lotissements qui existaient n'étaient pas approuvés. Or, pour qu'on puisse délivrer un acte sur un lotissement, il faut que le lotissement soit approuvé. C'est dans ce cadre-là que le ministère a initié le projet de régularisation des lotissements irréguliers qui n'ont pas d'approbation, qu'il faudra traiter. L'impact social et économique de la sécurité foncière est réel. Au lancement du projet en 2013, plus de 130 000 ménages avaient été identifiés et éligibles à l'arrêté de concession définitive ACD pour une recette domaniale estimée à 40 milliards de francs CFA. Notre objectif, c'est de booster la production des ACD, donc de régulariser la situation de ces populations-là en régularisant les lotissements où ils habitent. Nous avons plus d'une centaine de lotissements qui ont été déjà répertoriés. Donc nous travaillons avec les opérateurs, les géomètres, les ingénieurs, les urbanistes pour approuver ces différents lotissements. La régularisation des lotissements irréguliers concerne le Grand Abidjan, les anciennes constructions non titrées et les lotissements occupés au moins à 50% par un habitat sont concernés. Voilà, et on continue de parler de logement. Voici venu l'instant magazine de ce 13h. Notre invité de ce dimanche, c'est M. Siraki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Alors, en quoi consiste l'apport des promoteurs immobiliers dans les différentes politiques de logement engagées pour permettre aux Ivoiriens de devenir propriétaires d'un toit? La question principale de nos échanges. Bien entendu, nous aborderons quelques questions à périphérique. Le sujet est vaste pour justement tenter de comprendre certaines interrogations que se posent les Ivoiriens. Mais avant, une question toute simple. Quel est le rôle d'un promoteur immobilier? Merci à vous. Merci aussi aux téléspectateurs. Normalement, quand on parle de promoteur immobilier, il faut comprendre tout de suite que le promoteur immobilier, c'est avant tout le maître d'ouvrage. C'est lui qui est à l'origine de la construction des bâtiments que vous voyez, avec tous les risques qui sont encourus. Il est en même temps aussi, lors de tout le processus, le concepteur, partant de l'acquisition du foncier jusqu'à la livraison, en passant par la commercialisation. C'est ça, c'est le rôle du promoteur immobilier. Et il s'est fait entourer, bien évidemment, des professionnels, notamment le maître d'œuvre qui est l'architecte. Cet architecte qui organise autour de lui aussi, bien évidemment, les autres professionnels du métier, tels que le géomètre, l'urbaniste, l'ingénieur VRD, ingénieur conseil, les bureaux d'études, pour pouvoir permettre évidemment d'avoir une bonne promotion immobilière dans les normes et permettre évidemment à ceux qui vont y habiter d'habiter dans de très bonnes conditions. Justement, et vous évoluez en organisation et comme toute organisation, vous êtes confronté à certains problèmes et pendant 3 jours, au cours de la 3e édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos, qui a refermé ses portes le 18 juin dernier, eh bien, vous vous êtes exprimé. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, qui était présent, vous a rassuré sur les mécanismes techniques et financiers visant à lever les contraintes. Suivons cet élément que nous propose Dangui et Cheikh Koné.
L'ouverture officielle de la 3e édition du FILOS, Forum international de logements sociaux, économiques et standing, tient ses promesses d'être un rendez-vous sous-régional de l'immobilier où certains opérateurs économiques viennent faire des affaires. Nous proposons les locations de maisons, de vente, les locations de maisons, de terrains, les ventes de maisons également, et même de haut standing. À l'initiative de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, la 3e édition du FILOS a enregistré la participation des acteurs d'autres pays, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Ils veulent s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de logement. La Côte d'Ivoire fait face à un déficit en logement estimé à plus de 600 000. Selon le ministre de la Construction, le pays ambitionne de réaliser 150 000 logements dans le cadre du plan national de développement 2021-2025. Au niveau du logement social, il y a un certain nombre de solutions que nous avons proposées, notamment la purge par dation, donc qui, au lieu de remettre de l'argent aux détenteurs de droits coutumiers, permet de leur établir des actes et d'urbaniser en quelque sorte leur environnement, donc de donner de la valeur à la zone dans laquelle ils sont. La deuxième chose, ce sont des solutions de parafiscalité, faire en sorte que les constructions les plus riches puissent soutenir le logement social. Cette 3e édition du FILOS sera marquée par des panels et conférences sur des thématiques liées à la sécurisation du foncier et le financement du logement. Alors, M. Sirikisson, votre réaction rapidement, les ambitions sont grandes, réaliser 150 000 logements d'ici à 2025, qu'en pensez-vous ? Alors, je pense que le ministre a donné les orientations nécessaires pour pouvoir réaliser les 15 000 logements. On dit chez nous qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Et tout ce qui devait être fait concernant les réformes, concernant la sécurisation du foncier, concernant les mécanismes de structuration du financement, ce sont des études qui ont été faites depuis 2012. Je veux dire, on a travaillé là-dessus. On est maintenant, je pense, arrivé un peu à maturité. Je pense que les orientations et les différentes pistes élaborées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme nous permettront d'atteindre nos objectifs. Évidemment, nous nous sommes organisés en fonction. Alors, je voudrais rappeler que vous êtes également le président directeur général d'Opes Holding, une entreprise engagée dans le vaste programme présidentiel et bien des logements socio-économiques et de standing entrepris par l'État ivoirien. Ce vaste programme, où en est-il aujourd'hui ? Alors, bien avant ça, je voudrais quand même, avec votre permission, 2 minutes, parler un peu du FILOS, pourquoi nous l'avons organisé. Mais rapidement, rapidement, c'est juste 2 minutes, pour dire que c'est une plateforme en fait que nous organisons chaque 2 ans avec des partenaires de la sous-région pour pouvoir permettre justement de travailler sur les différentes problématiques du logement. Parce que nous ne voyons pas 150 000 logements, 200 000 logements, 300 000 logements. Nous voyons le problème en matière de logement problématique de la sous-région. Notre problème aujourd'hui, c'est comment résorber 3 500 000 logements dans la sous-région. C'est-à-dire que vous allez au-delà des prévisions. On va au-delà de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Il y a le Mali qui a un besoin de logement. Il y a le Sénégal qui a un besoin de logement, il y a le Burkina Faso, le Niger, ainsi de suite. Nous sommes dans une zone de libre-échange de l'UEMOA. Nous avons les mêmes problèmes. Donc ensemble, nous devons travailler là-dessus pour qu'on puisse résorber. C'est pour ça que je parle de 3 500 000 logements. Vous savez, d'ici un certain nombre d'années, d'ici 2025, nos villes seront à 600 millions quand même d'habitants. Si nous ne prenons pas aujourd'hui le devant, et si nous ne nous battons pas pour que nous puissions ensemble résorber ce déficit, on va se retrouver tôt ou tard dans des problèmes. Il y a 75% quand même de la population qui est jeune. Et si nous ne nous mettons pas tout de suite au travail pour créer tout ce qui est lié au contour des logements, des emplois, on va se retrouver évidemment tôt ou tard dans des problèmes. C'est ça l'objectif en fait du FILOS, c'est de permettre de travailler sur tout ce qui est problématique du logement. Et on l'a bien compris, et justement, cette politique de logement social, revenons à cette question lancée par le gouvernement ivoirien, où en est ce programme aujourd'hui ? Alors, je vais juste rappeler que le programme a été lancé en 2012-2013, et l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire, c'était de réaliser au départ 60 000 logements, et par la suite 150 000 logements. Alors, j'explique toujours que un logement, c'est l'aboutissement de tout un processus.
Il faut d'abord travailler sur la sécurisation du foncier, travailler sur la structuration des financements, l'aide à la fiscalité et tout ça. Donc ça a pris bien évidemment du temps. Le programme, il existe. Il y a eu des difficultés. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont empêchés d'avancer comme on le voulait. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons approché le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le secrétariat d'État aussi auprès du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui est en charge du logement social pour pouvoir travailler sur les nouvelles mesures qui nous permettront de rectifier ce qui n'a pas marché. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a eu un engouement certain dès le départ. On s'en souvient. Un engouement certain dès le départ. Je pense que vous vous souvenez, il y a eu les 3 premiers jours lorsque le programme a été lancé, près de 70 000 personnes qui sont venues s'inscrire. L'affluence était totale. L'affluence était totale et donc il faut faire face à ça. Il faut travailler là-dessus pour pouvoir résorber effectivement ce déficit-là qui se chiffre à 600 000 logements. Parlons justement de ces difficultés concrètement. Que s'est-il passé? Alors, les premières difficultés étaient liées d'abord à la sécurisation du foncier. Vous savez, on ne peut pas travailler dans ce programme-là si le foncier n'est pas sécurisé. C'est le premier gage, en fait, c'est par rapport à nos banquiers. Donc le foncier doit être sécurisé. Les investisseurs, il faut les sécuriser. Et par la suite, il faut travailler sur une vraie sécurisation, une vraie structuration aussi du financement. Donc il y a eu un blocage, bien évidemment, au niveau du financement. Je vous explique très rapidement. Lorsque le programme a été lancé, il y a eu un engouement, on a tous vu, et il y a eu bien évidemment un tri qui s'est opéré par la suite. Ce tri a permis de sélectionner tout de suite 2 types d'acquéreurs. Les acquéreurs dans le secteur de l'informel et les acquéreurs dans le secteur du formel. Le formel aujourd'hui représente 20%. Il y a 20% de taux de bancarisation. Ça sous-entend que ceux qui ne sont pas dans ces 20%, les 80%, n'ont aucune possibilité d'avoir un prêt auprès des banques. Donc nous avons suggéré bien évidemment la possibilité auprès de nos autorités de mettre en place des mécanismes qui vont leur permettre de minimiser les risques auprès des banques et d'avoir des prêts, notamment des fonds de garantie de l'immobilier. Donc aujourd'hui, je peux dire que le seul facteur bloquant pour la réalisation de ce programme, c'est une bonne structuration financière. Cette bonne structuration financière permettra à ceux qui sont dans le secteur informel de pouvoir être propriétaires de logements à terme si nous réfléchissons ensemble sur la mise en place d'un vrai mécanisme de location-vente. Structuration financière, d'accord, mais l'on note aussi un certain degré de bonne foi des promoteurs, parce qu'on a aussi enregistré que certains promoteurs ont engagé des constructions sans être détenteurs d'autorisation de construire. Comment cela est possible? Alors, je peux dire d'abord que déjà, pour être promoteur, ça, il faut que nous, on appelle promoteur celui qui a un agrément. Celui qui n'a pas d'agrément n'est pas promoteur. Un promoteur, c'est celui qui a soumis un dossier à la Alors, CAPI. ces promoteurs seraient des brebis galeuses? Non seulement des brebis galeuses, mais des hors-la-loi. Parce qu'il y a la CAPI qui se réunit chaque mois, c'est la commission d'agrément des promoteurs immobiliers qui va plus loin en agréant des programmes immobiliers et chaque mois. Et tous les programmes qui ne sont pas agréés ne sont pas reconnus par l'État. Et tous les promoteurs qui ne sont pas agréés ne sont pas reconnus par l'État. Donc, pour qu'un souscripteur puisse aller vers un promoteur, il faut qu'il se renseigne auprès du ministère de la Construction, à la Direction générale du logement, pour savoir qui sont les promoteurs qui sont agréés. D'ailleurs, je sais que le ministère fait des communications là-dessus chaque mois pour mettre à jour en fait, le programme agréés et les promoteurs agréés. Donc tous ceux qui ne sont pas sur cette liste-là, considérez que ce ne sont pas des promoteurs. Alors à ce jour, peut-on avoir une idée précise du nombre de personnes qui ont souscrit à ce programme et du nombre de maisons qui ont été livrées aux souscripteurs, les plus chanceux? C'est vrai. C'est possible. Est-ce qu'il est possible d'avoir ces chiffres? Oui, il est possible d'avoir ces chiffres. Je veux dire déjà, ceux qui ont pré-souscrit, parce que chez nous, c'est la pré-souscription et après la souscription. La pré-souscription se fait au niveau du CPLS, qui est le Centre de promotion du logement social. Je pense qu'on doit être à plus de, quand même, autour de 100 000 quand même, personnes qui se sont inscrites. Mais dans les inscriptions, il y a un tri qui se fait pour voir ceux qui ont la possibilité ou pas, qui respectent les critères, ainsi de suite. Mais malheureusement, je sais c'est la question à laquelle vous attendez, combien de logements qui ont été livrés. Alors, il y a plusieurs sites. Vous avez Bingerville, vous avez Songon, vous avez Bassam et puis d'autres sites dédiés au programme.
À Bingerville, il y a 1135 logements à peu près. Songon, nous avons 4069. À Bassam, 2092. Et les autres sites, 4123 à peu près. Donc il y a à peu près 11 469 logements qui ont été, comme on appelle, sortis des terres. Bien évidemment, c'est très peu par rapport à l'ambition. Par rapport à la demande. À la demande et par rapport à l'ambition. Je disais tantôt que la demande est très forte. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur l'offre. Le mécanisme de commercialisation qui est approprié, après toutes les études que nous avons pu faire, c'est la location-vente. Nous savons aujourd'hui que très peu de personnes sont propriétaires de leurs logements. Effectivement. Et au départ aussi, il faut aussi souligner que tout le monde ne peut pas être du coup propriétaire d'un logement. Aujourd'hui, c'est comment constituer un patrimoine privé ou public pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des prêts tout de suite avec des quantités cessives très faibles d'acquérir un logement à terme. Mais dans un premier temps, on peut déjà les loger, donc du locatif. Ce locatif-là permettra de résorber le déficit et ce déficit va se traduire en propriété de maison un peu plus tard pour celui qui aura les moyens de le faire. Justement, alors moi, je parle de location-vente. Justement, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous tenez compte de la variable sociale? Parce que quand on s'en tient au coût des maisons qui sont proposées, il y a vraiment matière à s'interroger. Alors on connaît le revenu moyen. Oui, le revenu moyen, nous savons le SMIG. Justement, c'est 60 les coûts sont exorbitants pour les maisons et c'est une véritable difficulté pour beaucoup de venir même frapper à votre porte. Est-ce que vous tenez compte de la variable sociale véritablement? Alors, je vais vous le dire tout de suite que nous avons travaillé là-dessus. Nous travaillons selon un cahier de charges. D'accord. Et nous travaillons selon une orientation très précise du ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme et du secrétariat d'État. Vous nous renvoyez donc vers le ministère? Non, je ne vous renvoie pas le ministère, c'est-à-dire qu'il y a un cahier de charges, il y a le coût du logement social qui est fixé par eux, c'est 12 500 000. Un logement social au-delà de 12 500 000 est tout de suite frappé par celui qui le fait, est tout de suite sanctionné. Et le logement économique pour nous, ça ne doit pas excéder 23 millions. Alors, les programmes que nous faisons, nous avons obligation de faire 60% logements socio-économiques et 40% logements standing pour profiter de tout ce qui est innovation, ainsi de suite, dont parlait le ministre de la Construction tout à l'heure. C'est pour vous dire que le promoteur en lui-même ne peut pas faire un logement social au-delà de 12 500 000. Alors, il y a énormément de choses à dire concernant cette question de logements sociaux. Au nombre des défaillances techniques enregistrées dans certaines cités qui ont été livrées, on note l'absence de VRD, à voirie et réseaux divers devant permettre de raccorder les ouvrages à construire aux différents réseaux existants. Là, on est en saison des pluies, il y a matière à s'interroger, à s'inquiéter. Alors, dans ce type de configuration, qu'est-ce que les locataires font? À qui doit-on s'adresser? Alors, déjà, il y a deux types de VRD. Déjà, il faut que les gens comprennent qu'il y a deux types de VRD. Allez-y, expliquez. Il y a les VRD primaires, les voiries réseaux divers primaires, à la charge de l'État. Et il y a les VRD secondaires, voiries réseaux divers secondaires, une site, charge du promoteur. Je pense que lorsque nous avons commencé le programme, il y a eu des défaillances au niveau des VRD, évidemment, primaires, et ainsi de suite, mais corrigées par la suite par le ministère de la Construction. Je prends les sites qui sont dédiés au programme. Si vous allez aujourd'hui à Bingerville, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait des problèmes concernant justement les VRD primaires qui ont été corrigés par la suite. Et Songon, le ministère est en train d'y travailler pour pouvoir rattraper en fait le retard, et bien évidemment à Bassam aussi. Donc c'est pour vous dire que pendant la saison des pluies, vous savez, pour faire un programme immobilier, quand je parle d'agrément programme, ça sous-entend qu'il y a des titres de propriété, donc les zones qui ne sont pas habitables ne sont pas du tout dédiées au programme. Et par la suite, il y a la direction du domaine urbain qui émet 3 avis essentiels avant de nous accorder les titres de propriété. Au-delà de tout ça, il y a le ministère de l'assainissement et de la salubrité qui a consulté pour avis avant de nous accorder le site. Donc les sites qui ne sont pas du tout des sites constructibles, qui sont dans des Talvec, dans des zones non constructibles, ne sont normalement pas dédiés au programme. D'accord. Alors au regard de toutes ces imperfections notées et corrigées, comme vous le dites, comment est-ce que vous... Corrigées et en cours de correction. Et en cours de correction, on va le dire. Comment est-ce que vous comptez contribuer véritablement à apporter quelque chose de nouveau?
Alors déjà, changer la donne. C'est la tendance qu'on a lancée déjà au cours du Philos. Nous avons travaillé, nous connaissons... Rapidement. Oui, très rapidement. Nous connaissons les atouts et les limites de l'État. Nous avons été approchés pour pouvoir accompagner l'État dans la mise en place de ce programme et de la réalisation de ce programme. L'État de 60 à 80 a fait ce que nous sommes en train de faire à travers la CECOJ, la SOGEFIA, près de 100 000 logements. Donc les bailleurs de fonds, à un moment donné, avec les ajustements structurels, ont dit à l'État de se désengager. Donc aujourd'hui, on connaît notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir inverser la tendance. Pour qu'on parle vraiment de logement social, il faut que nous puissions, nous, mettre en place un mécanisme de sorte que toute la frange de population dans le secteur informel, avec l'appui de l'État bien évidemment, dans la mise en place des fonds de garantie, que nous puissions créer un patrimoine, et ce patrimoine dans le locatif, la pleine propriété, et puis permettre aussi à tous ceux qui nous entourent de pouvoir contribuer activement, notamment les banques, notamment l'État qui mettra en place des fonciers sécurisés, et puis l'aide à la fiscalité. Avec ça, nous savons très bien que notre rôle, c'est de pouvoir faire la construction dans les normes et permettre évidemment... Justement, et on va terminer rapidement avec cette question. Il y a plusieurs agences de promoteurs immobiliers qui frappent à la corde de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas inquiété par la concurrence? Rapidement, c'est bon? C'est le métier. C'est le métier. Je dis toujours où il n'y a pas du tout de concurrence. Il y a 600 000 logements à sortir. Si nous pouvons faire venir tous ceux qui peuvent nous aider, je pense que ce sera une très bonne chose. Merci à vous, M. Sangaré Siriki. Je rappelle que dans le cadre du magazine de ce dimanche, nous recevions M. Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, avec lequel nous avons parlé de la contribution des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire dans la politique nationale d'accès au logement. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.